Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go 2024, la 13e édition du salon qui est dédié à la création et la reprise d'entreprise. Je suis Corentin Bercello, conseiller numérique à la Chambre de commerce et d'industrie de Moselle. Je suis accompagné de mon collègue Thomas Frichet. Bonjour. Aujourd'hui, on a 10 minutes pour vous présenter comment intégrer l'IA au sein de votre entreprise. Donc, on va rester assez succinct sur le sujet, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat qui est à votre disposition tout au long de la présentation. Et puis, on prendra quelques minutes à la fin de la présentation pour y répondre. À savoir que le webinaire est enregistré, donc vous pouvez retrouver la vidéo sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA d'ici la fin de la semaine. Voilà. Et le Salon Go est en présentiel vendredi, donc c'est à la CMA, n'hésitez pas à passer aussi pour faire des rencontres en présentiel. Donc on va pouvoir commencer la présentation avec 4 chiffres clés. On remarque que la révolution de l'IA au sein des TPE et PME n'a pas encore eu lieu, hein. On est encore dans la phase où c'est encore un peu dangereux. On attend que ça se développe pour savoir vraiment comment l'utiliser. On n'a que 15% des dirigeants de TPE et PME qui l'utilisent. Et parmi ces 15%, on peut dissocier 4 utilisations précises qui sont la recherche, la collecte et l'analyse d'informations. La génération de contenus divers, on va voir que l'IA générative est très intéressante pour cela. La traduction de documents et la génération de contenus visuels, notamment avec les IA spécialisées dans la génération d'images. On a 58% des dirigeants qui n'ont pas l'intention de l'utiliser à court terme. Comme je l'ai dit, on va attendre une professionnalisation de l'IA pour que les dirigeants l'utilisent à moyen ou sur le moyen ou le long terme. On a 10% des dirigeants de TPE qui créent une mauvaise utilisation de l'IA par les collaborateurs, alors on sait qu'on a des collaborateurs qui utilisent l'IA dans l'entreprise, sauf qu'ils ne le disent pas en fait à leurs supérieurs. Donc nous, ce qu'on conseille par rapport à ça, c'est vraiment d'ouvrir le débat autour de l'IA, mettre des règles, mettre une espèce de charte informatique sur ce que vous pouvez faire, ne pas faire et quelles utilisations vous pouvez en faire. Et on finit quand même sur un chiffre positif qui est que 13% déclarent vouloir s'en servir prochainement. Donc voilà pour les quelques chiffres sur l'IA. Alors pour vous présenter de façon très succincte ce que c'est qu'une intelligence artificielle, il faut savoir que c'est un système informatique qui va être capable d'effectuer des tâches qui normalement de base nécessitent l'intelligence humaine. Et donc l'IA repose sur 2 grands principes. Vous avez le principe de machine learning. Donc en fait, ça va être le fait de dire au système informatique comment il va devoir traiter toutes les données qu'on va lui transmettre. Et le deuxième grand principe, c'est celui du deep learning. Ça veut dire qu'en fait, le système informatique, il va réutiliser toutes les réponses qu'il aura apportées auparavant, toutes les questions qui lui auront été posées. Et le but de ça, c'est de s'améliorer, de fournir des réponses qui sont de plus en plus qualitatives. Donc aujourd'hui, on voit que l'IA, c'est quand même partout dans nos quotidiens, même sans forcément qu'on s'en rende compte aujourd'hui. Par exemple, quand on fait une recherche sur Google et qu'on a des suggestions de recherche, c'est de l'intelligence artificielle. Quand on est sur notre GPS et qu'on a des recommandations d'itinéraire en fonction du trafic, c'est pareil, c'est l'intelligence artificielle qu'il y a derrière. Tout ce qui est reconnaissance vocale qu'on a dans les téléphones comme Siri ou sur les enceintes comme Alexa, c'est pareil, c'est de l'IA. Donc on voit que c'est partout et ça s'intègre aussi de plus en plus dans les entreprises et notamment un type d'IA, c'est l'intelligence artificielle générative. Donc le but d'une IA générative, c'est une IA qui va être capable de créer du contenu original donc sous différents formats, du texte, des images, des vidéos ou d'autres formats. Il y a des IA génératives qui sont spécialisées pour chaque type de contenu en fait maintenant. Et voilà, ce que l'IA générative vous donne, c'est vraiment des résultats qui sont basés sur des données d'entrée, donc sur des choses que vous allez lui donner à la base. Donc on entend beaucoup parler aujourd'hui de GPT, ce qui veut dire en anglais Generative Pre-trained Transformer, ou transformateur générique préentraîné, pardon. Donc c'est des IA qui sont spécialisés dans le dialogue, on peut discuter avec eux, ils comprennent vraiment les questions qu'on leur pose et sont capables d'y répondre dans un langage qui est naturel. Aujourd'hui, l'IA générative la plus connue, c'est ChatGPT. Il y en a d'autres maintenant. Il y a l'équivalent qui a été développé par Google qui est Gemini. Il y a Microsoft qui a développé Copilot. Il y a aussi Perplexity qui est une IA générative qui se développe de plus en plus.
Et après, on a par exemple DALL-E ou Midjourney qui sont des IA génératives qui sont spécialisées dans la génération d'images. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, il y en a qui se développent dans la génération de vidéos, la génération de musique. Pour chaque type de contenu, en fait, il y a des IA génératives qui se développent. Donc, il faut être en veille constante sur le sujet pour suivre l'évolution, quoi. Alors, quelques cas d'usage sur l'utilisation de l'IA générative en entreprise. Donc, quand l'IA générative est arrivée, le premier secteur qui a été touché, c'était le marketing et la communication. D'ailleurs, c'est le premier secteur où on a eu peur que ça remplace carrément les personnes qui travaillent dans ces postes-là, parce que c'est très utilisé, c'est très intéressant d'utiliser pour la rédaction de contenu marketing. Donc, dans les contenus marketing, on compte les contenus sur les sites web, sur les réseaux sociaux, sur des plaquettes commerciales, etc. C'est aussi très intéressant pour la création de visuels, des images, des logos, pour créer des banques d'images professionnelles. Et aussi, ce qui peut aller avec les logos, c'est des slogans, des accroches publicitaires. Ce qui est bien avec l'IA générative dans ce secteur-là, c'est que ça donne des idées, ça permet d'avoir des bons points de départ à retravailler par la suite. Ensuite, sur la partie productivité et opération courante, ça va nous aider à gagner du temps sur des tâches qui n'ont pas ou peu de valeur ajoutée. Par exemple, la rédaction de mails et de rapports. Vous devez avoir des emails types de relance, des emails types d'impayés, ce genre de choses. L'IA va vous faire gagner beaucoup de temps sur ce genre de tâches. On va pouvoir aussi faire de l'analyse de données et de la création de tableaux de bord interactifs en lui rentrant en fait les données qu'on veut analyser, où on peut même rentrer directement les tableaux qu'on veut analyser. Et l'autre chose, c'est qu'on peut générer du code informatique via l'IA pour du code simple, de l'animation simple, notamment sur les sites web. Il y a aussi quelques autres cas d'utilisation. Par exemple, pour les services clients, pour mettre en place des chatbots pour générer des réponses plus naturelles et plus contextuelles aux requêtes des clients. On a tous déjà utilisé des chatbots, notamment sur des opérateurs téléphoniques, sur des sites web pour des services clients, et on s'est assez vite rendu compte, il y a quelques années, que c'était quand même assez limité si on faisait une faute dans notre requête, ou alors on demandait rapidement à avoir quelqu'un d'humain en fait au bout du chat, alors que maintenant, les chatbots d'IA générative sont quand même assez spécialisés, et comme leur spécialité, c'est de mieux comprendre le langage naturel, on a des réponses qui sont quand même plus précises. On va avoir de la traduction automatique de documents ou de sites web dans une autre langue. Sur la partie ressources humaines, ça peut nous aider à créer des fiches de poste, des livrets d'accueil, des offres d'emploi pour répondre à des besoins de candidats ou de chaque employé. Et pour la production, sur la partie production, ça peut nous créer de nouveaux designs de produits sur les tendances du marché, toujours sous le principe d'insérer des données dans ChatGPT. Alors, comme je vous dis tout à l'heure, les IA génératives, elles basent leurs résultats sur des données qu'on leur rentre. C'est ce qu'on appelle les prompts, en fait. Quand vous allez faire une requête, par exemple, dans ChatGPT, vous allez saisir un prompt. Le but, c'est que pour avoir le résultat le plus qualitatif possible, vous ayez saisi le prompt qui soit le plus précis. Et pour ça, on a trois grands principes. C'est que votre prompt, il doit être clair, spécifique et circonstancié. Pour être clair, dans votre prompt, vous allez utiliser un vocabulaire simple qui soit pas trop technique ou qui n'utilise pas de jargon. Il faut essayer aussi d'avoir des explications qui soient vraiment précises et qui vont pas trop complexifier votre demande, et puis éviter de faire des fautes d'orthographe quand même, c'est mieux. Pour être spécifique, on va vous conseiller de vraiment apporter le plus de détails possible pour que l'IA comprenne vraiment du mieux possible votre demande. Et si possible aussi, donner un exemple du résultat que vous voudriez avoir. Parce que lui, ça va pouvoir aussi l'aider à affiner la réponse qu'il vous fera. Et puis pour le circonstancier, l'idéal, c'est de définir un cadre à votre demande, de lui donner des données à analyser si possible, et lui demander d'agir comme le professionnel que vous souhaitez consulter. Si on prend un exemple des réseaux sociaux, par exemple, et que vous vouliez générer une stratégie de communication, vous pouvez très bien lui dire que vous voulez qu'il s'adresse à vous comme un community manager spécialisé sur la restauration, par exemple, qui a 10 ans d'expérience, et que vous voulez qu'il vous génère une stratégie de communication pour votre établissement.
sur Facebook et sur Instagram, basant sur certaines données que vous avez déjà pu recueillir via votre page Facebook. Et à ce moment-là, il aura des données beaucoup plus précises à analyser et il vous répondra de manière quand même beaucoup plus professionnelle que si vous lui faites une requête plus générique sans lui demander de se mettre dans l'impôt d'un community manager, par exemple. Donc voilà les conseils qu'on peut vous donner par rapport à la rédaction de prompt. Et ensuite, plus généralement, des conseils pour bien utiliser l'IA générative dans votre entreprise. Pour commencer, essayez l'IA sur des projets assez simples. Le but, ça va être vraiment de vous faire la main sur les outils, de comprendre comment vous pouvez les intégrer dans vos processus pour voir ce qui peut être simplifié via l'IA notamment. Après que vous soyez seul et que vous ayez déjà des employés, l'idéal, c'est de vous former sur ces outils-là. Former, ça ne veut pas forcément dire investir en termes d'argent dans des formations, mais n'hésitez pas à y investir du temps, en tout cas, en suivant ne serait-ce que des tutoriels sur YouTube ou d'aller lire des articles sur le sujet et puis après de mettre les mains de façon dans les outils pour les tester. N'oubliez pas aussi que l'IA, ça doit rester un assistant pour vous. Il ne faut pas que ce soit un remplaçant. Donc, il faut vraiment utiliser ce qu'elle vous donne comme base et ensuite vraiment l'approfondir avec votre propre expertise dans votre domaine pour vraiment avoir de la valeur ajoutée sur le contenu que vous allez avoir via l'IA générative. Et puis, pensez aussi à contrôler ce que vous avez via l'IA avant de le publier ou d'utiliser dans vos outils. Pensez vraiment à le contrôler et à ajuster s'il faut le faire. Donc ça fait partie de votre expertise. C'est vraiment des éléments qu'il faut avoir bien en tête. Maintenant, concernant les points de vigilance, donc, faut pas oublier que ça reste une énorme base de données qui est retraitée, qui est apprise par l'IA, donc il faut faire attention à ce qu'on rentre dedans. On ne doit pas rentrer de données sensibles, de données confidentielles. Ça reste une base de données qui peut être attaquée, qui peut être cyberattaquée, qui peut être exploitée. Donc, essayez de faire des modèles à trous que vous ensuite vous remplirez avec les données de vos entreprises, de vos clients. Mais ne rentrez pas ces données-là, que ce soit un SIRET, un nom, un prénom, une adresse, ne les rentrez pas dans ChatGPT, complétez-les à la main vous plus tard. On a aussi la possibilité d'avoir des résultats imprécis ou erronés, notamment avec la version de ChatGPT gratuite. Les données qu'il utilise, elles s'arrêtent à avril 2023. Donc si vous l'utilisez pour de l'actualité ou pour des technologies qui sont assez récentes, vous n'aurez pas de résultats ou des résultats faux. Et la dernière chose, c'est que vous ne devez pas être complètement dépendant de ChatGPT, c'est-à-dire que vos activités ne doivent pas ralentir ou s'arrêter si, on va dire, l'outil tombe en panne. Il y a une différence entre l'utiliser pour aller plus vite et l'utiliser pour avoir des contenus de meilleure qualité. Faut faire attention à comment on l'utilise. Vous devez utiliser vos compétences fondamentales que vous allez appliquer à ce qui vous génère et pas l'inverse. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Merci pour votre, à la fin de cette présentation, merci pour votre participation. N'oubliez pas que le Salon Go, c'est toute la semaine, dont une journée en présentiel à la CMA le 22. N'hésitez pas à vous tourner vers la CCI et la CMA pour vos projets professionnels. Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée. On va juste prendre le temps de répondre aux questions. Ah oui, on a des questions. Il y a une question. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Copilot? Je réponds. Alors, les IA sont souvent spécialisées par objectif. Ce qui est bien avec Copilot, c'est que c'est une IA qui est complètement intégrée dans les outils Microsoft, dans la suite Microsoft. C'était à la base une IA qui était spécialisée dans le code, dans la génération de code, donc très utilisée par les développeurs. Mais maintenant, elle s'est développée comme les autres IA. On peut à peu près tout faire avec, mais son point fort, c'est qu'elle est intégrée dans la suite Microsoft, donc dans Word, PowerPoint, etc. Donc ça va faire gagner énormément de temps sur ces points-là. Après, il n'y a pas, dire si c'est une meilleure IA qu'une autre. Comme on dit tout à l'heure, chaque IA va peut-être avoir son usage spécifique ou son domaine de spécialisation. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire avec l'IA. Par exemple, aujourd'hui, Perplexity, c'est très adapté si vous avez envie de faire de la recherche approfondie, parce que lui, il va vous donner des réponses sourcées et vous allez pouvoir creuser chaque élément de réponse qu'il va vous apporter. Tandis que le Copilot, comme l'a dit Thomas, dans la génération de code, c'est vraiment
C'est vraiment adapté. Et puis, ChatGPT, ça peut être très bien comme outil pour la rédaction, mais par exemple, si vous voulez faire de la recherche qui est basée sur l'actualité et que vous utilisez la version gratuite de ChatGPT, bah, à ce moment-là, vous aurez un problème parce que les données qu'il a, elles sont pas actuelles, elles sont bridées à avril 2023, comme Thomas l'a dit. Donc, vraiment, par rapport à l'usage que vous avez, que vous allez en avoir et aux besoins que vous avez, il faudra voir justement quelle IA est la plus adaptée et puis faire le choix en fonction. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une IA qui est meilleure qu'une autre sur tous les points, c'est pas forcément vrai. Tout dépend voilà, de l'usage des besoins que vous avez et l'usage que vous allez en faire. J'ai une petite question, moi, justement. Est-ce qu'en fonction du secteur d'activité, il y a une IA qu'on va plus prendre qu'une autre? Si on est dans le milieu industriel, est-ce qu'on doit plus travailler avec une IA? Si on est dans le domaine marketing, commercial, etc., est-ce qu'on doit travailler plus avec une IA ou pas? Sur de l'IA générative, non, je pense pas. Non, bah, ça revient un peu à ce qu'on a dit avant. Ça va plutôt dépendre des besoins qu'il y a dans l'entreprise plutôt que du secteur d'activité. Après, par exemple, dans l'industrie, il y a des applications de l'IA, mais ça va au-delà de l'IA générative. Ça peut être de l'IA pour faire de la maintenance prédictive. Ouais, là, ça va être un peu plus des choses comme ça, mais c'est des IA qui vont certainement être développées en interne par l'entreprise en se basant sur des IA génériques qui existent. Mais en tout cas, sur l'IA générative, l'usage va plutôt dépendre, enfin, l'IA qu'on va choisir va plutôt dépendre du besoin qu'on a. Voilà. On parlait de sécurité à un moment dans l'utilisation de l'IA. Effectivement, peut-être que dans certains secteurs, faut peut-être faire attention avec cette notion de sécurité. En cybersécurité, on pourrait aussi en parler, c'est un sujet important. Donc, dans les grandes entreprises, il y a quand même de plus en plus des choses qui sont intégrées sur l'IA générative dans les chartes informatiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont interdites de faire dans les entreprises. Par exemple, nous, à la CCI, on ne peut pas utiliser l'IA pour générer tout ce qui est code informatique parce que c'est possible que dans les sources que l'IA va avoir, les données qu'elle va avoir, elle nous donne du code qui soit un peu vérolé. Et à ce moment-là, si on ne contrôle pas le code qu'on utilise, ça peut engendrer des piratages derrière. Donc, comme l'a dit Thomas, il faut surtout faire attention à ce que nous, on va donner à l'IA. Donc, tout ce qui est données de clients, enfin, données personnelles en général, on va essayer de ne pas les mettre ou de les anonymiser en inventant des personnages, en inventant des chiffres. Et ensuite, nous, on mettra nos chiffres à nous, mais une fois qu'on aura extrait les résultats de l'IA, quoi. On a d'autres questions. Existe-t-il un annuaire des différentes IA? Alors, un annuaire, oui, vous pouvez en trouver sur le site du blog du modérateur. C'est un site qui est spécialisé marketing communication. Souvent, il liste les IA par besoin, génération d'images, gain de temps, etc. Donc, sur le site blog du modérateur, vous avez toute une partie sur l'IA. Là, vous aurez un annuaire de beaucoup d'IA en fonction des besoins. Quelle IA on recommanderait pour la rédaction d'un business plan? Quelle IA on recommanderait pour la rédaction d'un business plan? Déjà, je ne vous conseillerais pas de le faire par une IA. Nous, on a des conseillers création d'entreprise qui pourront le faire sûrement mieux que l'IA. Mais sinon, vous pouvez demander des informations sur ChatGPT. Moi, je ne m'y connais pas très bien en business plan, mais si ça doit suivre une forme particulière en termes de génération dans un certain format, ChatGPT plutôt est intéressant. Si vous voulez avoir des informations plus précises, dans ce cas, je vous conseillerais d'utiliser Perplexity. Mais au moins dans la forme, ChatGPT, ça peut être intéressant, quoi. Après, dans le cadre du business plan ou d'autres documents stratégiques, de toute façon, vous pouvez utiliser l'IA pour vous générer une structure et une trame à suivre. Par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, n'oubliez pas que le résultat qu'on va vous donner, il va falloir l'adapter après à votre projet et l'enrichir avec des éléments personnels. On ne pourra pas se contenter des éléments génériques qui seront donnés. Après, pour vous générer une structure et avoir un point de départ, c'est quelque chose sur quoi se baser, c'est intéressant. Ouais, c'est là où est toute la limite de l'IA, hein. C'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas prendre son contenu comme ça pour vrai et l'utiliser. Vous pouvez très bien vous en servir pour que ce soit une base, pour ensuite aller voir un conseiller entreprise. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Mais prendre un business plan et s'y tenir, s'il n'y a que de l'IA,
sachant que vous avez sûrement oublié des détails sur votre projet, les chiffres que vous voulez faire, et que lui, il ne va pas vous donner des informations importantes sur à quoi il faut faire attention dans la génération de ce business plan, ça peut être problématique. Mais l'utiliser comme base pour ensuite aller voir un expert, ça c'est intéressant, c'est très intéressant et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. On a une dernière question. Alors, deux. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de choisir ChatGPT payant? Alors, ChatGPT payant par rapport à la version gratuite, l'avantage qu'il y a, c'est que les données que vous allez avoir, elles sont basées maintenant sur le temps réel. C'est-à-dire que c'est basé sur l'actualité. Ça, c'est une grosse différence qu'il peut y avoir. Après, ça vous donne aussi accès aux GPTs. Donc, c'est des IA vraiment spécifiques qui sont intégrés dans le ChatGPT, qui répondent à des besoins spécifiques. Il y en a par exemple qui vous permettent de générer des visuels sur Canva. Il y en a qui permettent de générer des bibliographies quand on fait des mémoires ou des choses comme ça. Après, est-ce que c'est nécessaire ça dépend de l'usage que vous allez en avoir. Ouais. Si vraiment vous passez votre journée dessus, même à titre perso ou à titre pro, pourquoi pas, vous pouvez le tester de toute façon, vous pouvez le tester. Ce que vous allez avoir, c'est des résultats plus rapides, c'est un accès à une IA qui est un peu plus spécialisée, qui prend en compte plus de paramètres, on va dire, dans vos réponses. Mais si vous êtes au début de votre utilisation, commencez par tester la version gratuite, vous verrez déjà tout ce que vous pouvez faire avec et comment vous pouvez l'intégrer dans vos projets. Et après, vous pouvez voir pour tester éventuellement la version payante et voir les différences que ça vous apporte. Mais commencez déjà par tester le gratuit et aller voir sur le payant dans un deuxième temps, quoi. Et quelle est la meilleure IA pour générer des images, une identité visuelle? Nous, on aurait tendance à dire aucune, parce que pour l'instant, c'est quand même assez limité, on va dire. Disons que ça reste des contenus qui sont très, je dirais, informatiques, entre guillemets, c'est qu'on voit que c'est pas une main humaine qui l'a dessiné, qui a mis un peu en valeur l'image. Donc, en termes de génération d'images, on a DALL-E, donc DALL-E qui fait partie de la même société qui a créé ChatGPT. En fait, OpenAI, ça a créé ChatGPT, DALL-E pour la génération d'images et API pour les API. Oui, ça reste assez standard. Après, on a Midjourney, mais Midjourney, c'est passé en payant. Moi, je dirais que c'est la meilleure parce qu'on peut apporter vraiment des détails dans ce qu'on veut en termes d'images. On a Canva maintenant qui a un module de génération d'images en fonction de ce qui s'appelle text to image. En fait, vous tapez une phrase et vous générez l'image que vous voulez, mais il y a quand même quelques couacs encore sur la superposition des plans ou les formes, etc. Donc on a DALL-E, Midjourney, on a l'outil de Canva, Microsoft, on a Bing Creator, voilà, Bing Creator par Microsoft. Si on a un compte Outlook ou un compte Microsoft qu'on peut utiliser. Vraiment pour de l'image très légère, moi je ne mettrais pas ça par exemple sur mon site. Ouais, non, je ne mettrais pas de ces images-là sur mon site web. Sur mes réseaux, pourquoi pas sur des posts assez précis. Mais pour l'instant, ça reste assez faible, entre guillemets, en termes de ce que vous pourrez faire un service un graphiste ou quelqu'un qui est spécialisé dedans, quoi. Pour faire des visuels très standards, maintenant, on peut réussir à aboutir sur des visuels qui sont corrects, mais c'est vrai que si on a des demandes un peu spécifiques, ça va vite être limité, quoi. Est-il recommandé d'utiliser un VPN spécialisé en cybersécurité pour utiliser l'IA? Un VPN spécialisé en cybersécurité, donc je ne sais pas si ça existe des VPN spécialisés en cybersécurité. Un VPN en général, ça aide à la sécurité informatique, hein. Je ne saurais pas répondre. Pour l'analyse de données, en fait, je pense que pour l'analyse des données, l'IA, vous pouvez rentrer les données comme ça, du moment que si n'importe quoi, vous rentrez un bilan, vous voulez savoir quel taux de marge vous voudriez faire ou sur quel secteur vous pouvez faire des améliorations, vous pouvez rentrer les fichiers de votre bilan, mais vous enlevez tout ce qui est SIRET, adresse, secteur d'activité, etc. Dans tous les cas, les données elles seront anonymisées et vous aurez des résultats juste en fonction de ces données-là. Donc, un VPN spécialisé, je ne pense pas que ce soit utile pour utiliser l'IA. Et Leonardo, en termes de génération d'images, je ne
connais pas. Je sais qu'il y avait Crayon, une IA qui s'appelle Crayon, qui est française, qui a bien évolué. Mais Leonardo, non, je ne connais pas. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Je sais pas s'il y a d'autres questions. On a répondu à quelques-unes. Je pense qu'on a répondu à tout. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci de votre participation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas qu'il y a une journée en présentiel à la CMA vendredi, de 9h à 17h. N'hésitez pas à contacter vos conseillers et la CCI en général dans vos projets professionnels.